Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce sur cette actualité crypto donc numéro 88. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, donc comme d'habitude, aujourd'hui on va parler crypto, on va parler actualité économique et crypto plus général également. Et surtout des projets comme le Bitcoin, mais aussi VeChain et Ripple. Ce sera vraiment les projets crypto entre guillemets abordé aujourd'hui. Donc, on va commencer effectivement par le Bitcoin, ensuite VeChain et le XRP Ripple. Il y a des choses à dire très intéressantes. Et ensuite, on passera aux actualités, donc crypto plus générales et économiques également, où là aussi, ça bouge pas mal en ce moment, hein, vu le contexte politique et géopolitique actuel. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, c'est parti. On y va, on commence par le célèbre rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin et Spot. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes donc à peu près au allez, 25 août, ça s'est arrêté au 23 août, qui a toujours 2 jours de décalage sur ce rapport. Nous sommes à 17,88 milliards en fait, de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot au total. Donc, c'est tous les gestionnaires d'actifs, je rappelle, confondus comme BlackRock, Fidelity, etc. Grayscale et tout. Et donc, on voit bien que là, encore une fois, c'est BlackRock surtout qui a eh bien, mené la danse puisqu'ils n'ont aucun flux sortant, contrairement peut-être aux autres concurrents comme Fidelity où il y a quelques jours où il y a eu des flux sortants. Bref, ça a été toujours, enfin, cette semaine, ça a été plutôt positif, hein. Là, on est entre 500, 600 milliards, enfin 100 millions plutôt, hein, de dollars qui ont été injectés en plus cette semaine sur le marché des ETF Bitcoin Spot, pour le meilleur et pour le pire, hein, je rappelle bien évidemment. Allez, je continue, cette fois je refais un petit, allez, un petit pigeonnet. J'ai l'impression de faire que ça, mais c'est vrai que quand je vois la panique, enfin, et les réactions des gens suite à cette peur, et surtout les débutants, hein, on constate essentiellement, c'est-à-dire que les guerriers, nous, on connaît, on a vu au moins un cycle, donc on sait à peu près à quoi ça ressemble, quelles sont les phases un peu émotionnelles et surtout on comprend comment fonctionne le Bitcoin et comment fonctionnent les cycles du Bitcoin à travers le bear market, bull run, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais là, c'est vrai que quand je revois l'euphorie, je me permets de, enfin, quand l'euphorie plutôt l'inverse, hein, quand je vois l'euphorie vers le bas, c'est-à-dire la panique sell, et les commentaires rageux des gens sur la crypto ou sur les influenceurs même, hein, j'en ai parlé la semaine dernière, les 2 semaines, et bien là je me permets de rappeler, voilà un petit tweet de Rect Capital sur l'avancement du bull market, donc du marché bull run. Et là, selon lui, selon ses comparaisons, ses références par rapport au cycle passé, eh bien nous serions à 43,3% d'avancement sur les cycles du bull run actuel, hein, de 2024-2025. Voilà, donc le bull run en fait n'est pas, nous ne sommes même pas au milieu du quai, quoi. Voilà, c'est ça que je veux rappeler et je vous signale également, je vous rappelle qu'en fait nous sommes encore dans un bear trap et c'est vrai qu'on a liquidé, on le voit bien, hein, beaucoup d'investisseurs débutants qui ne savent pas en fait comment marche le marché des crypto-monnaies, parce que je rappelle que le marché des crypto-monnaies, c'est pas du tout la même chose que le marché des actions boursières, c'est beaucoup plus volatile et c'est surtout sur une base de fonctionnement qui est totalement différente, puisqu'on a un système de halving derrière, qui n'est pas le cas par exemple au marché boursier, etc. Voilà. Donc pour l'instant, nous sommes en fait en bear trap. Peut-être que là, je vois, ça remonte un petit peu. Peut-être que nous sommes en train de finaliser ce bear trap. Je vous rappelle bien entendu que moi, personnellement, je ne suis pas un conseiller financier, ni en investissement, que je n'ai pas la boule de cristal, donc je n'ai pas la capacité de lire l'avenir. Voilà, je reste en toute humilité, hein. Je n'ai pas la science infuse, je le rappelle, tout à fait. Voilà, donc je me permets de vous transmettre les informations et après c'est à vous d'en faire ce que vous voulez et d'analyser selon votre propre personnalité évidemment et votre propre expérience surtout. Voilà, mais bon, je trouvais que ce tweet était assez sympa pour le partager. Allez, je continue là cette fois avec un petit tweet
un petit article pardon, de cointribune.com sur le Bitcoin. Donc là, la demande explose et dépasse la production des mineurs. Donc là, on est typiquement dans un cas, vous voyez, où les signaux sont quand même révélateurs sur eh bien, le contraste, c'est-à-dire de plus en plus le choc entre l'offre d'un côté et la demande sur le Bitcoin. Donc on a d'un côté l'offre qui se raréfie, puisque je rappelle que le dernier halving a eu lieu en avril 2024, et donc les nouveaux Bitcoins mis en circulation, eh bien, il y en a moins. Donc le robinet de nouveaux Bitcoins eh bien, se ferme de plus en plus, et donc il y a un impact, forcément ça diminue l'offre de Bitcoin en circulation, puisque derrière on sait, hein, beaucoup de Bitcoin, je crois que c'est 75% des Bitcoins qui ont été achetés, qui ne bougent plus, qui sont stockés en fait dans des wallets, et des baleines ou autres, des investisseurs qui sont convaincus de garder le Bitcoin sur le long terme. En plus de cela, on rajoute les Bitcoins qui ont été perdus, donc là on rajoute, alors je sais plus exactement le pourcentage exact, mais je crois que c'est entre 10 et 20%. Et derrière, eh bien, vous avez en plus la demande en parallèle qui, elle, explose. Donc, on assiste véritablement à un choc entre l'offre et la demande, et donc forcément, logiquement, on va se retrouver encore une fois, hein, dans une explosion des prix du Bitcoin. Si les cycles passés historiques se confirment et gardent un peu leur pleine mesure pour ce prochain cycle haussier. Actuel, je veux dire. Voilà, donc là aussi, c'est assez révélateur. Donc, je vais pas m'attarder sur le Bitcoin, hein, il y a d'autres articles, mais bon, d'autres informations, mais je pense que là, j'ai dit à peu près l'essentiel pour cette semaine. Donc, je vais passer au prochain projet, c'est-à-dire VeChain. Et là, je vais commencer directement dans le dur, comme on peut dire, c'est avec les statistiques donc de VeChain. Et regardez, donc, on a tout simplement fait péter les scores, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que j'ai regardé hier, vous voyez, hier, nous étions à 4 millions 100 000, allez, 110 000 adresses. Aujourd'hui, donc là en une journée, on a pris quasiment 25 000 adresses nouveaux comptes. Donc c'est assez phénoménal, surtout que le mois dernier, nous étions en juillet 2024 à 3 647 629 adresses. Donc en un mois, on a fait péter les plafonds, hein. Donc j'ai l'impression que l'adoption du VeChain est de plus en plus rapide parce qu'on a pris 500 000 comptes en seulement un mois. Et vous voyez que ça, c'est l'équivalent. Par exemple, quand nous étions en octobre 2023, on a mis quand même un petit moment avant de faire péter les 500 000. On a mis 6 mois. Donc, c'est de plus en plus rapide. Et ça, c'est expliqué en partie grâce à la nouvelle plateforme VBTR DAO et le nouveau système de traçabilité d'application pour gagner des crypto-monnaies en échange des actions des utilisateurs. Voilà. Donc, il semblerait qu'il y ait un impact même sur le VeChain, évidemment. Bon, allez, donc un nouveau petit article sur le VeChain de securities.io, donc et on fait référence en fait aux 10 projets enfin les meilleurs projets qui concernent tout ce qui est l'Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des choses, au niveau des projets blockchain qui ont le potentiel de faire trembler quelque part le marché. Et devinez quoi? Eh bien, parmi cet article, vous avez donc plusieurs projets, donc IOTA bien évidemment, Helium, Chainlink, Iotex et bien évidemment VeChain. Donc là, on voit que VeChain, c'est là où c'est la force de ce projet, c'est que c'est pas uniquement l'Internet des choses, c'est une multitude de choses. On a vu la traçabilité avec la plateforme VBTR DAO, on a vu bien évidemment la contrefaçon et la supply chain avec la capacité, vous savez, de mettre un code barre sur, par exemple, une bouteille de vin, sur n'importe quel produit et de l'assimiler à la blockchain, hein, en mode digital. On l'a vu pour les NFT également, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un grand classique. Tous les projets quasiment crypto arrivent à faire le lien entre le physique et le virtuel au niveau des NFT. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'Internet des choses. C'est que VeChain est vraiment spécialisé, hein, dans justement la capacité de faire le lien entre les objets physiques et le monde d'Internet. Un peu ça, quoi. Voilà. Donc, et sans compter, bien évidemment, sans parler du secteur RWA qui est en train d'être le narratif explosif avec l'intelligence artificielle. C'est durant ce cycle, hein, qui est le Real World Asset, c'est-à-dire la tokenisation des actifs. Et là, forcément, VeChain est très très bien placé sur son narratif. Donc en fait, voilà. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir que
VeChain a toute sa place en plus dans un autre narratif qui n'est pas encore très connu, mais je pense qu'il va avoir toute sa place dans l'avenir, hein, puisque c'est directement justement un des narratifs qui est quelque part assimilable de près ou de loin au RWA. Bon, donc ce sera tout pour VeChain. Aujourd'hui, je vais pas aller plus loin. Bon, après, c'est les nouveautés habituelles sur le VBTR DAO. Je vais pas m'attarder en détail sur la plateforme. Je referai un point, je pense, la semaine prochaine spécifiquement sur la plateforme VBTR DAO pour voir les avancées sur les. C'est vraiment, ça commence à être massif, hein, cette plateforme VBTR DAO. Donc, il faudrait presque que je fasse une vidéo uniquement sur ce sujet, puisque chaque application désormais au sein de la plateforme VBTR DAO commence à mettre des mises à jour. Donc là, on s'en sort plus, hein. Si je dois faire une mise à jour à chaque fois sur chaque projet au sein de la plateforme VBTR DAO, là, c'est fini, hein. Je passe 2 heures, enfin 2 heures par juste sur le VeChain, quoi. Bon, allez, je continue. Donc cette fois, j'ai passé à Ripple et XRP. Et là, vous voyez, j'ai des petits articles intéressants, notamment un article de Ripple directement qui fait référence au Ripple USD. Vous savez, le stablecoin qui va arriver, hein, le RLUSD. Et donc, ils expliquent dans leur article, donc je vais vous le montrer bien évidemment, pourquoi, eh bien, il faut faire confiance quelque part à leur prochain stablecoin. Et donc, ils expliquent que leur stablecoin sera en fait backup, c'est-à-dire qu'il y aura des réserves en dollars de 1 pour 1, c'est-à-dire que pour un RLUSD, il y aura bien évidemment 1 dollar de renfort, hein, prouvé, audité normalement pour assurer les assurances, pour assurer tout simplement la sécurité des transactions. Ensuite, il parle effectivement des transferts d'argent, des services de paiement, des plateformes exchange. Pourquoi utiliser le Ripple USD? Pour la liquidité, vous voyez, donc une liquidité pour les voilà, tout ce qui est le système. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent tout simplement concurrencer Tether USD, hein, qui, je rappelle, fait des bénéfices records et absolu. Que je rappelle que Tether, c'est quand même une entreprise qui a quelques centaines, voire même juste une centaine d'employés, et ils font enfin, je crois que c'était 6 milliards sur un semestre de bénéfices pour 2024. Donc imaginez un petit peu l'ampleur de l'entreprise avec très très peu de salaire et très très peu d'exigences. Voilà, bref. Voilà. Et donc après tout le reste, hein, qui est caractéristique d'un stablecoin avec le multi-chain issuance, comme il appelle, c'est que le RLUSD va ouvrir plusieurs portes vers d'autres écosystèmes pour la crypto-monnaie. Enfin voilà, je vous apprends rien là-dessus, c'est un stablecoin en fait. Voilà, mais qui quand même va permettre de développer le XRP puisqu'on aura le XRP qui sera bien évidemment mis à l'honneur grâce à ce stablecoin RLUSD. Allez, je continue toujours sur les nouvelles avec le XRP, cette fois un article de Times Tabloid. Ripple donc ajoute Bank of America comme partenaire sur leur site officiel. Et effectivement, ça date du 24 août 2024, donc là on sent que depuis que, je rappelle, un Ripple, ça y est, a gagné entre guillemets son procès contre la SEC, visiblement puisque la juge, donc les tribunaux américains se sont mis d'accord et ont statué que finalement Ripple devrait payer une amende de 125 millions de dollars à la SEC, gendarme boursier américain. On pourrait penser que c'est justement au contraire un échec, mais c'est plutôt une réussite quand on sait que la demande initiale de la SEC c'était une amende de 2 milliards de dollars. Donc c'est vrai que c'est 125 millions, 2 milliards, bon, voilà, c'est quand même pas mal. Donc en fait, au final, Ripple se retrouve avec une réduction de plus de 90% de son amende. Donc c'est plutôt une victoire pour eux. Bref, et depuis, ça commence à s'enchaîner justement tout ce qui est cet aspect de partenariat. Et donc on va voir, hein, on va voir en détail un peu plus cette histoire de partenariat, puisque là j'ai un autre article de The Crypto Basic. Donc les recherches montrent que les institutions utilisant les XRP sont en fait sur les 7 continents. Donc en fait XRP, Ripple sont en train de dominer quelque part l'aspect de présence planétaire, hein, sur le projet crypto. Puisque c'est vrai qu'à part le Bitcoin, même Ethereum, je connais pas d'autres projets qui ont vraiment, même VeChain par exemple, n'est pas présent partout. Voilà, alors que
le XRP commence à être présent et même à un niveau institutionnel. Même Ethereum et même Bitcoin, bien évidemment, par leur nature quand même décentralisée, ne sont pas aussi reconnus, justement, au contraire, par les gouvernements, les banques centrales, qui n'est pas le cas de XRP. Pourquoi et comment? Eh bien, je vais vous le montrer tout simplement par cette petite photo, hop là, voilà, qui résume quelque part les plus gros institutionnels avec lesquels travaille actuellement Ripple. Donc, on voit qu'il y a la SBI, hein. Donc, je rappelle, ça, c'est le groupe bancaire japonais. Donc, depuis septembre 2023, il y a MAS depuis octobre 2023. Donc, c'est tout ce qui est l'approbation des licences. Il y a également ELOC CBDC, donc là on voit que c'est une nouvelle monnaie de banque centrale depuis octobre 2023. On a également les Émirats Arabes Unis, donc là juste en dessous depuis août 2024, puisque je rappelle que les Émirats Arabes Unis ont en plus depuis autorisé les paiements des salaires en crypto-monnaie. On a ensuite Xborder Payment, donc là c'est depuis février 2024. On a On Afrique, donc effectivement tout ce qui est lié au paiement en Afrique depuis novembre 2023. On a Novati également depuis juin 2023. Donc ça c'est tout ce qui est en lien justement avec le stablecoin. Enfin, que des noms quand même assez connus. Après pour ceux qui sont connus, pour ceux qui sont quand même assez voilà, connaisseurs, on va dire, du milieu. On a la DZ Bank, donc depuis novembre 2023, en plus du... Alors, il passe par Metaco, en fait. C'est-à-dire que Metaco, ça a été, je rappelle, l'entreprise qui a été rachetée par Ripple l'année dernière. On a la Banque centrale du Monténégro, depuis avril 2023. Enfin, c'est pas rien quand même, la banque centrale d'un pays. On a, là, c'est pas mis, mais également la Banque centrale d'Angleterre. Donc là, il n'y est pas, mais on a bien évidemment tout ce qui est les paiements et la régulation européenne et également anglaise. Et voilà, donc on a, et ensuite on a aussi la Colombian CBDC depuis juin 2024, c'est-à-dire que la Colombie, effectivement, a demandé à Ripple de créer de fournir un système en lien avec les CBDC. Et ainsi de suite, et même au Brésil. Donc on voit qu'on a le paquet qui a été mis là-dessus. Donc ce sera tout pour XRP Ripple. Maintenant je vais passer aux actualités donc crypto plutôt générales avec un premier article de Coin Academy. Donc ETH, l'ETF Ethereum Spot de BlackRock atteint 1 milliard de dollars d'entrées nettes cumulées. Donc là ça y est, c'est un cap historique et symbolique, surtout bien évidemment, parce qu'on voit que ça y est, les ETF Ethereum et donc les ETF sur des altcoins, parce que je rappelle hein, que Ethereum reste malgré tout un altcoin, hein, ce n'est pas le Bitcoin, eh bien, ça y est, on commence à avoir des entrées nettes sur ces ETF-là. Donc c'est la boîte de Pandore, hein, ce que je vous disais la dernière fois, c'est que la boîte de Pandore est ouverte, et désormais, si Ethereum a son propre ETF, rien n'empêche les autres altcoins, donc peut-être pourquoi pas XRP, Cardano, VeChain, ADA, enfin toutes les crypto-monnaies, on va dire du top 10 jusqu'à top, allez, 50 peut-être sur le long terme, rien ne les empêche d'avoir un jour leur propre ETF. Pourquoi pas? À condition bien évidemment que les gestionnaires d'actifs y voient un intérêt à mettre en place ce genre d'ETF. Voilà, donc en tout cas BlackRock là est lancé hein, là-dessus. Allez, je continue avec cette fois un article de journalducoin.com. Binance, le leader mondial de la crypto, embauche 1000 personnes et va étoffer son équipe conformité. Donc là, c'est un très gros signal, clairement mis en avant par une des plus grosses entreprises crypto et surtout une des plus grosses plateformes exchange au monde. Alors c'est vrai qu'il y a eu des petits couacs là avec notamment les déboires juridiques aux États-Unis avec l'ancien PDG de Binance, donc Changpeng Zhao, qui a été arrêté hein, aux États-Unis. D'ailleurs, il a été transféré dans une autre prison. Enfin, donc ça fait beaucoup de bruit cette affaire. Mais n'empêche que Binance, je rappelle, hein, pendant le bear market, a fait l'inverse, avait licencié du personnel. Donc je rappelle que Binance a ses propres analystes. Donc s'ils embauchent 1000 personnes et en plus, en partie, vont mettre tout cela, le paquet sur la conformité, ce qui prévoit bien évidemment plutôt
une période de bull run sur les crypto-monnaies que l'inverse. Sinon, ils auraient plutôt prévu de licencier du monde plutôt que d'en embaucher. Donc là, vous voyez, c'est quand même des signaux indirects, mais là, c'est quand même des plus grosses plateformes au monde qui prévoient que les temps à venir vont être chauds bouillants dans le bon sens, notamment pour le secteur des crypto-monnaies. C'est plutôt évident quand on voit quand même 1000 personnes, c'est pas rien. Allez, je continue avec un autre article, cette fois de cryptost.fr. Donc la Russie, de la même faute d'orthographe, la Russie s'apprête à lancer 2 plateformes d'échange et des stablecoins adossées aux monnaies des BRICS. Donc là aussi, ça c'est un mélange d'actualité crypto, mais également géopolitique et économique. Donc la Russie, hein, ça y est, et les BRICS, ça y est, donc c'est de plus en plus réaliste, hein, de plus en plus on peut le toucher du doigt désormais, c'est plus une utopie, vont désormais créer leur propre système quelque part de crypto-monnaie, de monnaie, pour échapper au dollar et notamment également à l'euro. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui les 2 devises de réserve les plus utilisées au monde, c'est le dollar et ensuite c'est l'euro. Ça c'est fini, c'est-à-dire que dans 10, 20 ans, eh bien, le dollar ne perdra, à mon avis, et ça part justement de ce genre de nouvelles, hein, sa dominance monétaire, et donc, quelque part, ça impactera forcément les États-Unis, qui ne tiennent, et par leur dette, hein, je rappelle que les États-Unis ont la plus grosse dette au monde, avec 30 000 milliards de dollars, et ils ne tiennent que grâce à la puissance de leur dollar, puisqu'ils financent quelque part leur dette euh, par les flux des capitaux étrangers. Si ça s'arrête du jour au lendemain, alors leur dette s'effondrera comme un château de cartes, tout comme leur économie. Bref. Voilà, donc ça aussi, on va voir notamment ce que ça donne, parce que je rappelle que là, vous voyez, c'est écrit dans l'article, ces plateformes se concentreront sur des stablecoins adossés aux devises des BRICS, notamment le yuan, et on imagine bien évidemment le rouble. Voilà, donc ça, c'est quand même un signal très très fort sur l'évolution du marché crypto et surtout sur la puissance des cryptos au niveau de la décentralisation et justement de rendre le pouvoir eh bien justement dans les mains de chacun quelque part, que ce soit même au niveau des pays, hein, parce que c'est vrai qu'à travers leur dollar, les États-Unis prenaient en otage de nombreux pays à travers le monde. Bon, allez, je continue un autre article, cette fois de Cointelegraph France. Donc, ce marquage Web3 pourrait être la solution pour une confidentialité numérique totale. Donc, le mécanisme d'individualité de Web3 nécessiterait un marquage unique généré par algorithme pour prouver la citoyenneté numérique. Donc là, on rentre également dans les mauvais côtés, allez, je dirais, de la blockchain. Si c'est une technologie qui, si elle est mal utilisée, eh bien, pourra permettre au gouvernement, aux banques centrales, eh bien, de contrôler les citoyens. Donc là, attention, on sent bien qu'avec les CBDC, donc les monnaies numériques des banques centrales, et surtout notamment la Banque centrale européenne, hein, qui est en train de chapeauter l'euro numérique, qu'ils appellent le cash plus, il me semble, eh bien, sont tentés, hein, et peut-être même ont prévu, d'utiliser cette monnaie numérique pour justement mettre en place quelque part une dictature numérique et surtout économique. Et donc ils ont bien compris que s'ils contrôlaient l'économie des citoyens, ils contrôlaient en fait les citoyens. Voilà, et ça commence un petit peu à surgir à travers ce genre de nouvelles parce que le marquage Web3, ça veut dire qu'on a à la fois une confidentialité numérique totale, mais à condition que ce soit pas dans les mains justement de ces entités centralisatrices. Voilà, donc c'est à double tranchant, je dirais, vous voyez, parce que qui contrôle cette espèce de générateur, quelque part, de citoyenneté, contrôle en fait derrière le citoyen. Voilà, donc là, je suis plutôt partagé là-dessus, et je pense qu'on va vraiment avoir un combat et un choix à faire, et surtout en Europe. On le voit parce qu'on a eu en plus la dernière nouvelle, c'est que le fondateur hein, de Telegram, c'est tombé hier soir, ce matin, a été arrêté en France, donc à l'aéroport. Donc c'est quand même assez phénoménal. On voit en ce moment les attaques, en plus de l'Occident qui se veut démocratique, sur tout ce qui est justement les fers de lance hein, de la liberté d'expression comme les plateformes d'information. Donc là, on voit qu'il y a un vrai combat qui se met en place. Et donc la blockchain, je pense, va avoir
toute sa place dans ce combat et va être tiraillé entre la liberté, la décentralisation d'un côté et la centralisation et le contrôle de l'autre. Voilà, donc encore une fois, ce sera à nous de choisir euh, qu'est-ce qu'on va laisser faire par nos gouvernants quelque part. Mais quand je vois la docilité des gens, je me fais pas trop d'illusions personnellement sur ce qui va se passer en Europe. Bon, allez, désolé hein, pour cet aparté, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans cette situation-là. Allez, je continue avec les actualités économiques cette fois. Alors, première information de latribune.fr, baisse des taux, le temps est venu, confirme le patron de la Fed, Jerome Powell. Le temps est venu pour un ajustement politique monétaire, a déclaré ce vendredi le patron de la Fed, promettant que la direction est claire. Une déclaration qui est attendue par les acteurs économiques depuis plusieurs mois et qui est plutôt saluée par les marchés américains. 23 août 2024. Donc effectivement, on sent que là, les banques centrales ont compris que c'était chaud, hein, que s'ils maintenaient toujours leur taux directeur à des plafonds, à des niveaux records trop longtemps, ils allaient provoquer la récession. D'ailleurs, il y a beaucoup de chiffres qui indiquent que là, on n'est pas loin de la récession, notamment aux États-Unis, même qu'on y est peut-être déjà. Et donc, il était temps de réagir au niveau de la politique monétaire des banques centrales. Donc là, ils baissent leurs taux. Je pense que ça va être le cas un petit peu partout à la rentrée. La Banque centrale européenne aussi va, à mon avis, va pas y échapper. On va avoir des nouvelles un peu en escalade, comme quoi toutes les banques centrales vont baisser leur taux directeur. Et voilà, et on verra ce que ça donnera au niveau de l'inflation. Donc si l'inflation reste stable, ok, c'est bien. Ça veut dire qu'ils arrivent quand même malgré tout à contrôler l'inflation. Si ça repart à la hausse, là c'est foutu. Euh, Ça veut dire que la politique monétaire des banques centrales, en fait, n'aura pas suffi à juguler l'inflation. Et là, on repartirait sur une inflation longue et durable. Bref. Bon, on verra ça en temps voulu. Ensuite, un article de leséchos.fr, cette fois pour la France, directement, le chômage des patrons continue de progresser à un rythme soutenu. Selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, près de 30 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre. Une hausse de plus de 18% par rapport à la même période en 2023. Donc effectivement, c'est surtout les petites entreprises, voire peut-être les micro-entreprises, mais malgré tout, on voit qu'il y a un vrai problème de fond en France, c'est que les entreprises sont en train de couler hein, dans tous les sens, et ça c'est typique, c'est un des premiers signaux de la récession, puisque c'est quand vous avez les taux directeurs qui sont hauts, vous ralentissez l'économie, et donc les premiers impactés, eh bien ce sont les entreprises. Manque de peau, on a quand même un gros signal, c'est que les entreprises sont en train de fermer les unes après les autres en France. Et beaucoup d'autres sont en difficulté, bien évidemment, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Allez, je continue, cette fois avec un article de Reuters, c'est là, nous, on n'a vraiment rien compris en Europe, puisque Reuters, effectivement, les sanctions américaines, donc 400 entités, donc prévoient d'être inclus donc, dans les sanctions des entreprises, mais également des entreprises chinoises. Donc là, on n'est plus uniquement sur la Russie, on est également sur la Chine, puisque c'est les entreprises qui aideraient la Russie qui seraient sanctionnées par les États-Unis. Donc là, les États-Unis remettent une couche sur les sanctions, et bien évidemment, dans ces sanctions sera concernée l'Europe, qui, bien sûr, en tant que vassal des États-Unis, on acceptera et on mettra en place forcément ces sanctions. Donc, c'est pas fini, ce baratin, ce bazar inutile en plus de sanctions au même moment, alors que nous, en Europe, nous sommes en train d'augmenter nos importations de pétrole, de gaz russe, enfin, de tout ce qui est russe, malgré les sanctions. Donc, ça prouve que les sanctions sont véritablement inefficaces. Voilà. Mais on n'a pas compris visiblement en Occident. Ou alors, c'est les États-Unis savent très bien ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent de mettre de l'huile sur le feu pour que le conflit en Europe, qui concerne uniquement les Européens, eh bien, continue de s'attiser par lui-même, quelque part. Donc là, ils mettent bien de l'huile sur le feu. Typique des Américains, et par contre, si un jour on va en guerre contre la Russie, bien évidemment, les États-Unis ne nous rejoindront pas hein, sur le champ de bataille, ils seront trop concentrés sur la Chine, qui est visiblement leur ennemi numéro un.
selon eux. Voilà. Donc en parallèle, allez, je refais un petit point sur les actifs, on va dire, donc notamment avec le cours de l'euro. Donc là, on voit très bien que, très bonne nouvelle, hein. Une petite bonne nouvelle, c'est que là, vous voyez, on a une remontada spectaculaire de l'euro par rapport au dollar. Donc ça veut dire qu'en fait, le dollar est en train de chuter. Et ça, c'est pas étonnant dans le sens où c'est aussi la, c'est vrai, c'est la politique monétaire agressive de la Banque centrale américaine qui est en train de compresser l'économie américaine. Donc, on a les chiffres du chômage qui sont pas bons, hein, aux États-Unis. Donc, là, on est au bord de la récession aux États-Unis. Donc, tout ça fait que le dollar a un petit peu pris du plomb dans l'aile. Mais quoi qu'il en soit, on s'en fout. Nous, au moins, c'est une bonne nouvelle sur le court terme, c'est que notre euro eh bien, voilà, sur un an, vous voyez, même sur 6 mois, sur 3 mois, sur un mois, a pris 3,24%. Et en une semaine, 0,98%. Donc, espérons que ça continue dans cette voie-là. Personnellement, malheureusement, j'y crois pas trop, mais j'espère vraiment me tromper et que finalement l'euro explose au dollar. Ce serait que justice par rapport à ce que les États-Unis nous ont fait là avec tout le baratin de la Russie et l'Ukraine. Bref. Voilà, donc plutôt une bonne nouvelle, mais malheureusement, je ne parie pas sur quelque chose de durable dans ce sens-là, en raison bien évidemment des problèmes économiques, mais surtout politiques qu'on a en Europe, hein. On n'a pas la peine de refaire le point sur cet aspect-là. Tout le monde, hein, je pense, a vu comme quoi c'est difficile au niveau politique et géopolitique en Europe. Allez, je continue cette fois sur le cours de l'or. Donc lui, toujours à des niveaux, lui, l'or, il s'en fout, hein. Il fait sa vie. Voilà, il est toujours à des niveaux records, comme on peut le voir. Donc 2243 euros l'once. Donc il a dépassé les 2500 dollars l'once cette semaine. Également, il a fait un nouveau record. Et là, il a redescendu un petit peu, mais il est très très proche de son ancien record. Et enfin, très intéressant, les marchés boursiers. Donc là, le CAC 40, comme vous pouvez le voir, sur 5 jours, eh bien, le CAC 40, lui, a dépassé, vous voyez, en performance, le Samplon 500, donc l'indice boursier américain. Donc ça, pour un coup, c'est bien. Ça veut dire que les marchés français, là, sont en train de reprendre de la vigueur. Et donc, espérons que tout ce qui est l'aspect politique en France eh bien, ne noircit pas cette image correcte, on va dire, et ça fait du bien, hein, de voir ce marché boursier repartir à la hausse. Là aussi, personnellement, je ne parie pas sur bon, sur une remontada spectaculaire durable, parce que la situation politique et géopolitique en Europe est trop instable pour favoriser les marchés boursiers européens et donc français, hein, avec le CAC 40. Tout simplement. Voilà. Après, si cette perspective géopolitique et politique s'arrange en Europe, alors personnellement, je reprendrai espoir. Mais à ce rythme-là, j'y crois pas une seconde que ça va durer dans ce sens-là. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, personnellement, je ne me cache pas. Je pense qu'on est à l'aube d'une grande dépression de 1929 sur tous les niveaux parce que bon, les signaux quand même avant-coureurs sont très forts. Notamment, premier signe avant-coureur aussi, c'est même le cours de l'or, hein. Quand on a le cours de l'or qui monte comme ça, avec autant de vitesse, ça prouve que beaucoup de personnes, et beaucoup de banques centrales notamment, parient sur un effondrement du système fiat. Voilà. Et comme on voit que la dette principale, le problème principal en Europe, en Occident, même dans le monde économique, c'est les dettes qui ont de plus en plus de mal à être eh bien, alimentées. Donc il y a un moment où le mur de la dette va nous faire très mal et va tout balayer sur son passage. Voilà. C'est vraiment l'ennemi numéro un aujourd'hui de l'économie européenne. Pour moi, c'est les dettes de l'Europe, tout simplement. Et bien sûr, nos politiques qui sont des traîtres à leur nation. Bon, allez, ce sera tout pour cette vidéo, cette actualité crypto-économique, on va dire. Donc numéro 88, c'est ça, c'était le bulletin 88. Donc j'espère, écoutez, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire effectivement ce que vous en pensez, si vous avez
envie que je vous fasse des sujets spécifiques crypto. Voilà, bon, si j'ai le temps, bien évidemment, parce que je vous avoue que là, c'est un peu chaud au niveau du timing. Et puis sinon, mais écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, une très belle dernière semaine de vacances peut-être pour ceux qui sont en vacances. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, la bise, ciao.